Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. La parole est désormais au juge Lamotte. Le Sénégal est donc à l'écoute de ce magistrat qui se donne plus d'1 mois pour donner son verdict dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Un verdict qui aura forcément un impact sur la présidentielle de 2019, présidentielle pour laquelle Idrissa Seck se positionne déjà. L'homme est devenu la cible des francs-tireurs du pouvoir de Macky Sall, un pouvoir auquel 2 rapports sont venus rappeler que tout est loin d'être rose au Sénégal. Il s'agit des rapports d'Amnesty International, mais également de Transparency sur l'indice de perception de la corruption, mais également la violation des droits de l'homme au Sénégal. Ce sont là donc, vous l'avez compris, les centres d'intérêt de ce numéro d'Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir Serigne Saliou Gueye. Il est journaliste, directeur de publication du site l'essentiel.sn. Serigne Saliou, bonjour. Bonjour Moustapha. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation d'Actu en 7. Bonjour également à Moutouban. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Dakar Time. Bonjour Moustapha, je vous salue. Je salue également les téléspectateurs de Walf TV et mon doyen Serigne Saliou. Merci à vous. Alors, on va sans plus tarder démarrer ce débat avec le procès de Khalifa Ababacar Sall et de ses co-inculpés. Le juge va prendre 1 mois pour cogiter, plus d'1 mois avant de rendre son verdict. Y a-t-il là, Moutban, une lecture à faire de ce délai que certains trouvent quand même assez long? Bon, tout d'abord, moi je pense que c'est un délai quand même raisonnable parce que si on prend par exemple du procès de Hissène Habré, il y avait un délai de 3 mois entre la fin des audiences et le délai qui était fixé pour donner le verdict. Mais je pense qu'il faut quand même saluer les initiatives en tout cas du gouvernement de faire rendre compte en tout cas les personnes qui ont eu à gérer les deniers publics. Ce qu'il faut par contre dénoncer, c'est la justice sélective. Le fait de prendre Khalifa, de le traîner dans la boue, de l'accuser de détournement des deniers publics. Si effectivement il a fauté, c'est bien. Les Sénégalais doivent applaudir parce qu'on ne demande pas moins. Mais quand même, ce qu'il faut dénoncer, c'est le fait de voir le président de la République, Macky Sall, cacher ses propres voleurs. Parce qu'il y a des voleurs qui sont dans son camp, qui ne rendent pas compte. Et nous avons des exemples que nous allons citer au cours de cette émission. D'accord. Alors, si le juge prend son temps, il faut le dire comme ça, Serigne Saliou, c'est peut-être parce que finalement, tout ne semble pas clair dans sa tête, contrairement à ce qu'on avait cru peut-être avant ce procès-là. Bon, tout d'abord, je renvoie les mêmes civilités à mon jeune frère Moutban. Pour en revenir à ce procès, je crois que si le président du tribunal, M. Malick Lamotte, s'est donné un délai de 1 mois, si c'est pour la manifestation vraiment de la vérité et si pour que les choses soient transparentes, je crois que nous applaudissons des 2 mains. Mais je crois que ce procès aussi nous a laissé perplexes. En tout cas, moi personnellement de ma part, si nous regardons le début, depuis le début, j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire depuis l'enquête jusqu'à l'inculpation, l'arrestation jusqu'au jugement, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec une série de violations, bien sûr, des droits des prévenus. Et je crois que compte tenu de l'ensemble de ces facteurs-là, moi en tout cas, je ne me fais pas une certaine illusion sur l'issue de ce procès. Parce qu'en réalité, tout le monde l'a dit, c'est un procès quand même qui a un avis judiciaire. Et ça, je crois qu'il ne faut pas avoir quand même, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est un procès politique parce que les politiques s'y sont impliqués et derrière aussi il y a une main politique. Si nous avons vu comment Karim Wade a été jugé ici et exilé du Sénégal, et en même temps aussi que Khalifa Sall, dans la même mouvance, a été arrêté, inculpé et aujourd'hui jugé, on attend le délibéré du juge M. Malick Lamotte. Je crois que compte tenu de tout cela, il ne faut pas se faire une certaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se faire une illusion sur vraiment l'issue de ce procès. Maintenant, moi j'aimerais bien me tromper sur ce que je crois. Mais si je vois depuis 2012, depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir,
tout ce que Khalifa Sall a subi au niveau de la mairie, c'est-à-dire le blocage au niveau même de l'institution municipale, jusqu'à l'enquête qui a été déclenchée par l'IGE, son inculpation, son arrestation, son jugement. Je crois qu'il faut prendre cet ensemble de facteurs-là pour pouvoir avoir une lecture claire sur l'issue maintenant de ce procès. Maintenant, moi, je vais prendre au mot ce que M. Malick Lamotte a dit, parce qu'à la fin, il a dit qu'il faut qu'on leur fasse confiance. Inch'Allah, la vérité jaillira de ce procès-là. En tout cas, nous n'attendons que cela. Mais il y a aussi en tout cas des violations qui ont eu au cours de ce procès, beaucoup de violations d'ailleurs. Et je crois que c'est ça qui a un peu entaché ce procès. Donc, ce qu'on n'a pas pu régler au niveau en tout cas au niveau de la procédure, aujourd'hui, on attend maintenant le délibéré pour voir ce que réellement il en sera. Alors, ce qui peut-être interpelle beaucoup Moudbane, c'est qu'à côté du cas Khalifa Ababacar Sall, il y a beaucoup d'autres rapports sur des responsables, notamment proches du pouvoir. On n'en a rien dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a à craindre que durant ce mois-là, que le juge Lamotte subit des pressions, comme on l'a évoqué dans d'autres cas, que c'est le procureur a subi des pressions, c'est pourquoi il n'a pas agi? Oui, en fait, c'est tellement... Moi, je dis que c'est même évident, parce que si on remonte un peu, dans le procès, lors du procès Karim Wade, il y a le juge, le procureur Alioune Ndao, qui était le premier procureur de la CREI, qui a été démis de ses fonctions en pleine audience, parce que, paraît-il, il ne mettait pas sur les mêmes longueurs d'onde que le pouvoir en place. Aujourd'hui, au début, le premier tribunal, la première cour qui a été mise en place pour juger Khalifa, était présidée par Maguette Diop. Finalement, il a été changé pour des raisons que nous ignorons. Et hier, nous avons entendu le procureur Bassirou Gueye dire quelque chose qui confirme un peu ce qu'un journaliste avait dit, qu'il y avait une réunion qui s'était tenue au palais et qui concernait en tout cas... l'a dit, il l'a répété ici sur cette même place, qu'effectivement il y a eu une réunion au palais et que des magistrats ont pris part à cette rencontre-là, notamment le juge Maguette Diop. Voilà, hier le procureur a répété la même chose. Il a dit que dans le cadre de cette procédure, une réunion s'est tenue quelque part et il y a un magistrat ici dans la salle qui était présent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire effectivement qu'il y a en tout cas des choses qui ne sont pas du tout claires dans la procédure concernant Khalifa Sall et que toutes les conditions semblent être réunies pour qu'il soit condamné. En tout cas, la surprise serait qu'il soit relaxé purement et simplement. Depuis que le président Macky est là, par exemple, la dame Aïda Diong a été jugée et relaxée. Finalement, le procureur avait fait appel pour... Donc, il y a des dossiers politiques qui sont gérés par les politiques et à chaque fois, on n'espère pas grand-chose. Moi, jusque-là, je me dis que Khalifa sera condamné, ce qui n'est pas... C'est ce qui quand même pose un problème. Parce que hier, le juge Lamotte a dit la justice sera dite au nom du droit. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Mais vu la procédure depuis le début, depuis les enquêtes préliminaires jusqu'à présent, il y a pas mal de failles qui ont été relevées. Maintenant, pour revenir sur les cas des gens qui sont presque du pouvoir, moi je suis venu avec un dossier de Cheikh Kanté. Ce que je demande, ancien directeur général du port, ce que je demande, moi je demande à être convoqué par le procureur de la République lundi prochain pour venir lui remettre. Parce que lui, il est là pour les Sénégalais. Il est là pour la société. En principe, c'est l'avocat de la société. C'est l'avocat de la société. J'ai des documents qui prouvent des malversations au niveau du port de Dakar, qui impliquent l'ancien directeur général, qui m'a porté plainte. Et depuis lors, ça fait maintenant 4 mois, le procès est renvoyé 6 fois. Je demande à être convoqué par le procureur de la République pour que je puisse mettre à sa disposition ces documents. Actuellement, le port autonome de Dakar est en cessation de paiement. Le port a une dette de 56 milliards et le capital du port, c'est 52 milliards. Actuellement, la dette du port, si je vous suis bien, dépasse le capital de l'entreprise. Actuellement, le port est à 7 milliards de découverts. Il n'arrive pas à payer les salaires. Et lors du dernier secrétariat national de l'APR, le président Macky Sall l'a dit ouvertement à Cheikh Kanté. On ne peut pas comprendre que Khalifa Sall soit arrêté au nom de la transparence et de la réduction des comptes et que Cheikh Kanté continue. Parce que pour vous, ce qui se passe au port actuellement, les difficultés, les transporteurs en ont parlé récemment, les difficultés actuelles du port, pour vous, c'est de la responsabilité
entière et unique de Cheikh Kanté. Mais direct et personnel. De parce Cheikh que Kanté. quand même celui qui a géré le port depuis 2012, lorsqu'il est arrivé, le port n'était pas aussi endetté et le port était en bonne santé. D'ailleurs, c'est ce qui prouve aujourd'hui, c'est vers les années 2010 et 2005-2006 que Dubai Port World est arrivé. Aujourd'hui, le port est en train de négocier avec Dubai Port World pour lancer un programme au niveau de Ndayan, je pense. Aujourd'hui, les problèmes du port sont de la responsabilité personnelle et individuelle du directeur général du port. Je vous lis quelques aspects du rapport des commissaires aux comptes de 2015. Pour ce qui concerne les insertions et annonces, Cheikh Kanté a dépensé 414 millions. Insertion annonce notamment dans les quotidiens de la presse. Voilà. Pour les documents qu'on imprime en 2015, Cheikh Kanté a dépensé 30 millions. Pour les manifestations promotionnelles, les manifestations, les fêtes, les corridors et autres, Cheikh Kanté a dépensé 238 millions. Pour les cadeaux au personnel, Cheikh Kanté a dépensé 27 millions de l'année 2015. Pour faire des cadeaux à son personnel? Oui. Pour les personnes physiques, Cheikh Kanté a dépensé 131 millions. Et le commissaire et compte a dit, il existe un amalgame entre dons et sponsoring préjudiciable à la clarté de l'information financière. C'est-à-dire qu'il a fait des confusions. Et je ne te parle pas de tout ce qu'il a distribué comme manne financière au niveau... À peu près, Moudban, avant d'avancer sur une autre question, à peu près le préjudice que le port a subi sous la gestion de Cheikh Kanté, on peut l'estimer à combien à peu près? Parce que là, Khalifa Sall est poursuivi pour 1,8 milliard. On aimerait bien savoir le Cheikh Kanté. Mais pour vous donner une idée, il a amené une entreprise française qui s'appelle G3S, qui fait des services qui étaient réalisés par le port, par le personnel du port. Il a externalisé ces services qu'il a donnés à une entreprise française qui s'appelle G3S sans appel d'offres. Comme ça. Et l'entreprise a gagné, en 2015 uniquement, l'entreprise a gagné 2 milliards 742 millions. Et c'est toujours selon le rapport de la Cour des commissaires aux comptes du port. Il dit charges liées honoraires annuelles G3S 4 milliards 592 millions en 2015. C'est-à-dire qu'actuellement, si on met tout avec la dette de 56 milliards, c'est plus de 100 milliards que Cheikh Kanté a fait perdre au port de Dakar. Aujourd'hui, il y a un rapport. Je demande au président de la République de déclassifier le rapport du port de Dakar parce que le nouveau directeur a choisi 2 cabinets qui ont effectué un rapport. Il faut que ce rapport soit déclassifié et que le procureur soit informé. Alors, c'est ce qui gêne, ce qui est parfois écœurant dans cette affaire Khalifa Ababacar Sall, c'est qu'un de ses avocats l'a dit d'ailleurs au procureur, levez-vous, vous êtes assis sur des dossiers qui sont beaucoup plus lourds que le dossier Khalifa Ababacar Sall. Le procureur s'est levé pour faire le geste. Finalement, on se dit, comment peut-on poursuivre le maire de la capitale pour 1,8 milliard? On ne sait même pas s'il l'a fait ou pas, alors que des documents que brandit Moudban ici prouvent qu'il y a beaucoup plus grave quand même. Vous savez, nous, le problème de nos régimes, c'est-à-dire les différents régimes qui sont là, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un nouveau régime en place, souvent on a ce qu'on appelle le Koumba Amdei, c'est-à-dire qui est érigé en dogme même de gouvernance. Et je crois que c'est ça qui est mauvais. Le président Macky Sall, quand il était encore candidat à l'élection présidentielle de 2012, je crois que son slogan c'était de promouvoir une république vertueuse et avec une transparence dans la gestion des affaires publiques. Et dans son premier discours, je crois, à la nation, qu'est-ce qu'il avait dit? Que je ne protégerai personne. Et ça, même quand il a dit, moi j'ai tiqué parce que j'ai dit que dans une république normale, où les institutions fonctionnent de façon vraiment séparée, le président ne peut en rien protéger qui que ce soit. Mais le fait de dire tout simplement que je ne protégerai personne, ça signifie qu'il a la possibilité de protéger personne. Et en général, celui qui dit que je ne protégerai personne, quand ses intérêts seront menacés, un jour il va protéger quelqu'un. Et je crois que c'est ça qui est arrivé. Quand il y a eu des dossiers qui lui ont été transmis et que ces dossiers-là peut-être compromettraient lui-même sa propre gouvernance, je crois qu'il a eu au moins l'honnêteté et la franchise de dire que j'ai mis le coude sur plusieurs dossiers, dont le dossier peut-être de ce que Moudban est en train de parler, et aussi le dossier le plus connu qui est le dossier du coude, je crois avec un déficit de 20 milliards. Et là, je crois que tout le monde est indigné. Parce que ce qui est écœurant dans le problème, dans le dossier du coude, c'est que le directeur même de cabinet du président de la République s'en est vertement pris à Nafi Ngom Keïta et qui pourtant n'avait fait que son travail. Parce que si vous regardez même la lettre de mission de l'OFNAC,
On a dit que l'OFNAC n'est sous la tutelle d'aucune autorité et qu'en réalité, l'OFNAC peut saisir l'autorité judiciaire et demander à ce que des poursuites quand même soient enclenchées. Donc je crois qu'à ce niveau-là, Nafi Ngom Keïta n'avait fait que son devoir. Maintenant, l'immixtion du directeur de cabinet du président de la République et encore d'autres personnes qui sont proches du président, cela montre en réalité que ce que le président disait en 2012, en tout cas, en tout cas, détonne avec la pratique qu'il est en train de manifester aujourd'hui. Donc, le fait de prendre Khalifa Sall, c'est vrai, c'est la reddition des comptes. Mais ici, on a l'impression qu'il ne s'agit même plus d'une reddition des comptes, que c'est un règlement de compte. Parce que dans une république où on a érigé l'équité en valeur, je crois que tous les gens qui ont eu à gérer les deniers publics doivent rendre compte. Et je crois qu'en ce moment-là, il ne faut pas aussi prendre le secteur judiciaire comme étant le bras armé même de l'exécutif. Et moi, c'est ça que je déplore. Parce que vous savez, l'exécutif gère toujours ses propres intérêts. Mais si on a un pouvoir judiciaire très fort, qui ne se soucie pas... Est-ce qu'il n'appartient pas aux magistrats de faire le travail? Voilà moi ce que je dis. C'est la raison pour laquelle, très souvent, quand j'entends vraiment Souleymane Teliko, que j'apprécie beaucoup, dire qu'ils ont souvent un problème d'indépendance. Mais je dis que l'indépendance, d'abord, c'est un problème personnel. Et ils ont toutes les garanties d'indépendance que leur confère la Constitution. Moi, je dis que des fois, dès l'instant qu'on prenne des revendications ou bien des intérêts catégoriels et qu'on les mette devant en parlant même d'indépendance, c'est là où ça pose problème. Parce que moi, je crois que le juge qui est indépendant ne doit même pas se soucier d'un problème de carrière ou bien d'un problème d'intérêt catégoriel. Mais dès l'instant qu'on a le souci de tous ces intérêts matériels ou bien financiers, en ce moment-là, c'est là où se pose la problématique même de l'indépendance du secteur judiciaire. Alors, quand il y a des poursuites contre Khalifa Babacar Sall, on dira certainement que le pouvoir, en tout cas ceux qui défendent le pouvoir, disent que c'est la reddition des comptes, c'est une volonté d'avoir plus de transparence. Mais dans le cas que vous venez de citer, le cas Cheikh Kanté, mais également le cas du directeur général du COUD, est-ce qu'au-delà de ces deux personnalités-là, ce n'est pas la gouvernance Macky Sall elle-même qui est remise en cause, ce qui fait peut-être pourquoi le pouvoir ne s'empresse pas à régler ces dossiers-là? Mais c'est évident, ça c'est vrai, c'est ce que Salih a dit tout à l'heure, dans son premier discours. Il avait dit « je ne protégerai personne ». Il a été allé plus loin en disant qu'il va réformer même la Cour des comptes. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'OFNAC, Nafi Ngom Keïta, tout le monde sait qu'elle est partie parce qu'elle était devenue ingérable et elle empêchait certaines personnes de la route de tourner en rond. Nafi Ngom a ouvert un dossier sur l'affaire Petrotim. L'enquête est là, l'OFNAC a terminé son enquête. Le rapport devait être publié cette année. En place, on nous a remis un rapport qui accuse les policiers. Sur la petite corruption avec les policiers. Et nos amis du Bawol. Alors, il devait publier, l'OFNAC devait publier le rapport sur l'OFNAC, sur l'affaire Petrotim. Ça n'a pas été fait. L'ARMP, depuis 2 ans ou 3 ans, ne publie plus de rapport. Il y avait un rapport qui était dans le circuit, il paraît que c'est la présidence qui a bloqué le rapport. Pourquoi? Parce que maintenant, et c'est une obligation, les partenaires au développement exigent à ce que les rapports de ces structures-là soient rendus publics parce que les Sénégalais doivent être informés. Mais c'est quand même malheureux et c'est contrairement à ce que Wade faisait. Nous, on a vu sur Wade a mis en prison des gens qui étaient avec lui. Il a mis en prison il y a même le gars de Saint-Louis, mais pourquoi Macky Sall, il protège des délinquants financiers qui sont autour de lui, mais c'est extrêmement grave. Il y a même un directeur de l'ARTP à l'époque qu'on disait très proche de Macky Sall, de Karim Wade, mais il a failli aller en prison. Ndongo Diaw, Carmelo Sagna, mais ce qui se passe aujourd'hui sous Macky, c'est extrêmement grave. Je reviens sur le cas Cheikh Kanté. C'est plus grave que tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis 1960. Vous savez, le port a des actions au niveau de la Sonatel. Le port avait 200 000 actions avant le fractionnement. Après le fractionnement, le port s'est retrouvé avec 2 millions d'actions. Chaque année, le port recevait 600 millions à 500 millions de francs CFA de la Sonatel comme dividende. Cheikh Kanté a bradé ça. On ne sait pas à qui. Avant de partir... Moudban, ce que vous dites là, ça... C'est scandaleux. Moi, je dis, je demande à procureur de me convoquer, je mets à sa disposition ces documents. De s'autosaisir. Avant de partir, Cheikh Kanté a été limogé le 11 septembre. Il est revenu à son bureau le 12. Il a signé 3 ordres de virement. Ora Bank, 500 millions de francs CFA pour une entreprise qui s'appelle Atelier du Cap-Vert. Atelier du Cap-Vert. Atelier du Cap-Vert, c'est une entreprise qui sort les épaves des bateaux pour les... Donc,
entre 500 millions de francs CFA, Orabank. Au niveau de Banque Atlantique du Sénégal, surtout le compte du port, il a pris 108 millions. Alors qu'à ce moment précis, il était déjà limogé. Il était déjà limogé. Il n'était plus directeur. Et dans l'autre compte, c'est le compte de Ecobank. Oui. Donc, c'est ce que je suis en train de chercher. Donc, en tout, Cheikh Kanté a viré, alors qu'il n'est plus directeur du port. Aussi, il faut ajouter les CDI qu'il a signés. Alors qu'à ce moment-là, Cheikh Kanté au port, c'est comme Moustapha Diop au port. Il n'était plus directeur du port. Il a viré, il a fait un ordre de virement de 101 milliards 24 millions. En tout, c'était un reliquat de 3, c'était un marché de 2 milliards 884, presque 3 milliards. Mais ce qui est étonnant, plus étonnant, c'est que le même jour, le 12, Cheikh Kanté a signé les ordres de virement. Le 12, le directeur de service trésorerie a signé, le 12. Le même jour, le chef de division finance a signé. Le même jour, le directeur financier et comptable a signé. Le même jour, on a envoyé les factures au niveau des banques qui ont fait les virements le même jour, le 12. Et or, Cheikh Kanté n'était plus directeur général du port. Donc, au-delà de Cheikh Kanté, il y a toute une chaîne de responsabilité. De responsabilité, tout. Mais maintenant, Cheikh Kanté peut-il faire ça? On met Khalifa Sall en prison et on laisse Cheikh Kanté se pavaner dans les rues de Dakar. C'est catastrophique. Mais Moudane, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Cheikh Kanté, c'est le bras droit du président de la République. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que le président avait dit en disant qu'il ne protégerait personne, voilà aujourd'hui des gens qui devaient être soumis à la justice et aujourd'hui qui se placeront dans ce pays-là impunément. Peut-être que là, le président gère des intérêts politiques, je ne sais pas. Mais il y a le procureur de la République qui s'est un beau jour levé pour se saisir sur des accusations contre Khalifa Ababacar Sall, des accusations contre Idrissa Seck, alors que c'est un kidam qui avait fait une conférence de presse pour dire que Seck a détourné je ne sais quoi. Aujourd'hui, il a un journaliste que je trouve moi sérieux, directeur de publication d'un journal sérieux qui brandit ces documents-là, qui dit je demande à être entendu. Le procureur je vais utiliser après je te donne la parole. Je vais utiliser l'expression d'Idrissa Seck jusqu'à l'extinction, j'ai dit, du soleil. Ce n'est pas ce procureur de la République qui va se saisir pour mettre, en tout cas pour interroger ça. Ça, je le dis, ce procureur-là ne le fera jamais. On dit que c'est le procureur de la République et protège la société. En réalité, ce que nous voyons depuis un certain temps, c'est que c'est un procureur aussi au profit d'un camp, tout simplement. Parce que tous les scandales qui se passent dans ce pays-là et que le procureur n'a pas peut-être le courage de se saisir, parce que ce que Moudban vient de dire ici, je crois que si nous sommes dans un pays qui promeut la bonne gouvernance, je crois qu'au sortir de cette émission-là, normalement, Moudban devait être appelé par le procureur de la République pour en savoir, en tout cas pour en avoir le cœur net. C'est ça, si vous allez en France, l'affaire Cahuzac en France, c'est parti justement d'un journaliste comme Moudban qui a fait une enquête qui publie, le procureur s'autosaisit et puis on arrête un ministre de la République. Oui, mais parce que là-bas aussi, les juges sont indépendants, les magistrats sont indépendants. Mais c'est ça, il y a plus grave. Ça, c'est le CV de Cheikh Kanté. Dans le CV, il est le président directeur général du groupe CEMAC. Cette entreprise-là gère la plateforme de distribution du port. C'est-à-dire que l'entreprise de Cheikh Kanté est au niveau de la plateforme de distribution du port pour gérer une partie de la plateforme de distribution du port. Mais ça, c'est très grave. L'entreprise G3S, l'entreprise française à qui il a confié la sécurité du port, qui a gagné les 4 milliards dont j'ai cité en 2015, c'est une entreprise de nettoiement, de handling. Qui n'a jamais travaillé dans un port. L'entreprise travaille dans les aéroports. Ils font les nettoyages comme AHS, SHS. Voici les partenaires de cette entreprise-là. Il n'y a pas de port, il n'y a que des compagnies aériennes. C'est une entreprise de nettoiement qui a confié la sécurité du port et l'entreprise n'a jamais eu l'autorisation du ministre de l'Intérieur parce que toute entreprise qui travaille dans le secteur de la sécurité doit avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Oh mon Dieu. Alors, si on en revient un peu au procès de Khalifa Ababacar Sall, ce qu'on est en train de dire, le juge Lamotte, il est au courant de tout cela. Il a dirigé le procès pendant pratiquement 22 jours. Il a entendu les uns et les autres. Est-ce que ce qui s'est passé hier à l'audience, par exemple, ce que la presse a appelé aujourd'hui les bourdes du procureur, d'après Walf Quotidien, les bourdes de Basse, d'après le journal Le Quotidien, est-ce que ces bourdes-là, est-ce que le juge peut ne pas tenir en compte justement ce qui s'est passé hier? En tout cas, la réaction de Maître Ousseynou Fall a été la bonne réaction en disant que quand même il faut annuler toute la procédure. Parce qu'on ne peut pas faire partie en tout cas de l'équipe
qui doit juger Khalifa Sall et en même temps participer à l'instruction. Je crois que ça, vraiment, c'est une aberration procédurale. Et je crois que le juge Lamotte, la réaction qu'il a eue par rapport à celle de M. Ousseynou Fall, en disant que de toute façon, ils ont tout entendu et je crois qu'ils vont prendre en compte cela. Mais encore une fois de plus, moi, vraiment, je ne me fais pas trop d'illusions par rapport aux objectifs de ce procès-là. Parce que si réellement on était dans une république qui marche, réellement ce procès-là ne devait pas avoir lieu. Ou bien Khalifa Sall serait mis sous contrôle judiciaire, mais Khalifa Sall ne serait pas arrêté comme un vulgaire voleur au moment où les vrais voleurs de la République sont en train de plastronner. Donc c'est la raison pour laquelle, si on analyse tout cela, moi je ne voudrais pas vraiment me faire des illusions en disant que je crois à notre justice, etc. Il y a des juges en qui moi je crois, mais il y a des juges aussi en qui moi je ne crois pas du tout. Et dans des procès politiques de ce genre-là, en tout cas, rarement la vérité se manifeste. Mais, j'ai dit encore une fois de plus, je vais prendre au mot ce que le juge Lamotte a dit, en disant que hier, la vérité jaillira, Inch'Allah, le 30. Nous le prenons au mot, nous attendons, mais encore une fois de plus, moi je ne me fais pas trop d'illusions par rapport à l'issue de ce procès. Si Khalifa Sall est libéré, tant mieux. Si Khalifa Sall n'est pas libéré et en ce moment-là est condamné, on saura que réellement c'est un projet qui a été en tout cas planifié depuis fort longtemps et qui n'a été que, en tout cas, dont l'aboutissement n'a été que ce procès-là qui a duré. Moudban, au-delà de vos enquêtes personnelles sur des dossiers que votre journal cible très souvent, Dakar Times, vous prenez la peine, contrairement à nous autres, d'aller au tribunal à chaque fois que de besoin. Vous avez assisté à l'audience d'hier, vous m'avez dit tout à l'heure. Quand vous avez entendu le procureur parler de ce fameux magistrat, ensuite de l'enregistrement qu'il a fait lui-même de sa plaidoirie, lui le procureur, vous vous dites quoi? Et puis que sait-on d'abord de ce fameux magistrat qui était à l'instruction et au jugement? Moi, je pense que quelque part, Serigne Bassirou Gueye est devenu pratiquement le porte-parole, en tout cas le conseil en communication du régime. Dans le dossier Aïda Ndiong, on se rappelle, c'est lui qui avait fait une conférence de presse pour l'accuser d'avoir détourné 47 milliards, enrichissement avec des trucs d'or qu'on a découvert dans des banques. Finalement, ça s'est avéré vraiment inexact. Dans le dossier Khalifa Sall également, le procureur est venu menacer les Sénégalais de ne plus parler de la justice. Il a chargé Khalifa Sall d'encore. Donc c'est quelqu'un quand même qui doit faire beaucoup attention parce que le Sénégal, c'est une question de temps. Et le Sénégal n'appartient à personne. Le Sénégal n'appartient à personne. Ça n'appartient à personne. Et je lui renvoie toujours la déclaration, la leçon inaugurale de Juge Kéba Mbaye à l'université de Dakar, vraiment qui avait fait une leçon inaugurale sur l'éthique et la politique. L'éthique, c'est le fondement même d'une nation. Un Sénégalais, un fonctionnaire, un procureur, un enseignant ou un journaliste sans éthique, mais c'est un citoyen qui est un danger pour la société. Il faudrait que les gens mettent en avant l'intérêt général. Il faut que les gens mettent en général l'éthique pour pouvoir servir leur pays sans pour autant tenir compte des clans, des clics et qui travaillent en intime conviction. Il faut vraiment être une personne malhonnête pour ne pas remarquer ce qui se passe dans ce pays, cette justice à deux vitesses, cette justice à cible qui ne traque les gens qui sont contre le pouvoir. On se dit, la caisse d'avance, d'accord, c'est la première fois qu'on en parle, mais j'ai remarqué que si effectivement Khalifa Sall était de la paire, il n'aurait pas à avoir autant de problèmes. Parce que la caisse d'avance, certains l'ont dit, c'est le prolongement de la caisse noire du président de la République. Les problèmes qui ne sont pas réglés par le président de la République sont pris en charge par le maire. C'est ainsi que Pape Diop le dit d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, on a remarqué que, peut-être c'est une tradition qui a été brisée en 2009 lorsque Khalifa est devenu président, mais à chaque fois, le maire de Dakar et le président de la République comme le rappelle appartenaient au même parti. Donc vraiment, je pense que le président de la République doit encore se saisir et revoir sa façon de faire. Revoir sa façon de faire, ne pas utiliser la justice pour écraser des adversaires. S'il veut également que les Sénégalais applaudissent ce qu'il est en train de faire, il faut qu'il tienne compte également des délinquants qui sont dans son camp. Alors, Moustapha, moi je voudrais compléter ce que Mouna a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai écouté Maître Borsoupoui quand il a parlé de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et encore du réquisitoire introductif du procureur de la République. Il a dit que mais ces deux textes, c'est-à-dire kiff-kiff,
c'est un copier-coller tout simplement. La seule chose qui les diffère, là c'est 14 pages, là c'est 13 pages. La seule chose qui les diffère, c'est le chapeau, je crois, qui se trouve dans la page. Donc, voilà les problèmes auxquels nous nous sommes confrontés. Maintenant, si on est en possession de l'ensemble en tout cas de ces on fait ce constat-là. Moi, je dis qu'en réalité, on doit être dubitatif vraiment par rapport à l'issue de ce procès. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui réellement n'éclairent pas, en tout cas, ne vont pas vers une issue heureuse. Est-ce que ce n'est pas finalement un problème de personnalité des magistrats, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des magistrats indépendants. Quand on a le prédécesseur de Serigne Bassirou Gueye, Ousmane Diagne, il a géré des dossiers beaucoup plus compliqués sous Wade, et pourtant on retient de lui qu'il a été, disons, plutôt un bon procureur. Il y a eu Abdoulaye Gaye avant, mais ce qu'on dit de Serigne Bassirou Gueye, on ne le disait pas. Ces magistrats n'avaient même pas besoin de menacer les Sénégalais de poursuite. Est-ce que ce n'est pas finalement un simple problème de personnalité? Bon, vous savez, moi, je peux même tolérer pour Serigne Bassirou Gueye, parce que lui, c'est le parquet attaché tout simplement au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice dépend de la présidence de la République. Donc, je crois que lui, au moins, je peux comprendre dans une certaine façon de faire. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire les autres juges indépendants, c'est-à-dire qui jugent de toute leur indépendance et qui se penchent du côté du pouvoir. C'est-à-dire, moi, c'est ça mon problème. Parce que, comme on le dit, l'indépendance d'un juge, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est arrimé en rien. Il faut d'abord, puisque la Constitution garantit l'indépendance d'un juge, moi je crois qu'il faut jouir quand même de ce principe constitutionnel-là. Voilà. Mais dès l'instant qu'on met devant des intérêts financiers catégoriels et que l'on arrive aussi à un problème de promotion de carrière, je crois qu'en ce moment-là, on compromet tout simplement l'éthique de son indépendance. Alors, le temps file très très vite. On reviendra sur ces scandales-là que Moudbane a évoqués. Mais cette semaine a également été très politique, disons politique au tribunal, mais également politique sur le terrain, avec Idrissa Seck qui est devenu la cible des francs-tireurs du pouvoir, je le disais en début d'émission. Aujourd'hui, Moudbane, quand on regarde par exemple les dossiers que certains quotidiens de la place ont commencé à sortir sur Idrissa Seck, certains disent même qu'il pourrait être des poursuites pourraient être engagées contre lui. Est-ce qu'on n'a pas envie de se dire que la stratégie d'Idrissa Seck est en train de payer, puisque par la force des choses, il est redevenu au devant de l'actualité. Il est revenu au devant de l'actualité. Oui, mais en fait, moi je pense que c'est normal. Parmi tous ces candidats déclarés, Idrissa Seck est l'unique ancien candidat. Idrissa Seck a été candidat deux fois, en 2007 et en 2012. Donc, même si son score s'est beaucoup dégringolé, donc c'est un ancien Premier ministre. Donc, depuis avril 2004 qu'il a quitté ses fonctions de Premier ministre. Donc, c'est l'opposant le plus expérimenté actuellement, en tout cas si on met de côté Maître Abdoulaye Wade, en tout cas parmi les candidats déclarés. Donc, je pense que c'est normal, c'est normal. Donc, il est en train de jouer son tour, c'est-à-dire qu'il a un ticket aller simple. Si Idrissa Seck ne gagne pas les élections en 2019, c'est fini pour lui. Donc, il est dans son jeu, il est en train de faire ce qu'il doit faire. Par contre, là où je voudrais attirer son attention, parce que c'est le Sénégal, c'est pas seulement Dakar et Thiès. Le Sénégal, c'est 45, c'est plus de 300 ou 500, je ne sais pas combien de localités au niveau décentralisé. Donc, il doit avoir une équipe. Idrissa Seck n'a pas d'équipe. Il est seul, il n'a pas d'équipe. J'ai vu en 2012, Bakar Diallo avait soutenu son candidat de même que Lamine Ba. Lamine Ba, ancien ministre, ces deux l'ont quitté. Idrissa Seck n'a pas d'équipe, il doit avoir une équipe. La politique, c'est un problème de terrain, ce n'est pas uniquement les médias. Les médias s'arrêtent à Dakar et à Thiès. Donc, il faut aller dans le Sénégal des profondeurs. Il faut avoir des relais. Oui, je le vois des fois mettre des photos dans les réseaux sociaux, mais ça ne suffit pas. Il faut une équipe. Il faut une équipe au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Il faut un réseau en fait. Il faut un réseau. Et Idrissa, c'est ce qui... Les Sénégalais l'aiment bien, la presse surtout. Tout ce qu'il donne comme bribe de phrase, les gens le mettent... C'est un bon client pour la presse. C'est un bon client pour la presse, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il a toujours été et il n'a jamais gagné une élection, en tout cas ici. Ce que je dénonce, ce n'est pas seulement l'opposition et Idrissa Seck, mais l'opposition de manière générale. Je les vois tous défiler au tribunal pour soutenir Khalifa Sall. Ils perdent du temps.
qu'il laisse Khalifa Sall gérer son dossier avec ses avocats et qu'il vienne parler aux Sénégalais. Cheikh Kanté, c'est un bon client pour eux. Ils n'en parlent pas. Ces dossiers, j'ai remis ça à 2 ou 3 leaders de l'opposition. Ils n'en parlent pas. Mais parfois, j'ai l'impression que même ce sont des complices du régime en place. C'est ça. Parce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils font au tribunal? Ça pose problème. Mais ça pose problème. Idriss Seck qui parle des accords de pêche au niveau de la mort, il ne sait pas ce qui se passe. S'il a le document, il n'a qu'à le publier. S'il n'a pas le document, il ne s'agit pas de poser des questions, alors qu'il y a des cas concrets qui sont là, il n'a qu'à parler de ces cas-là. Oui, parce que là, c'est un beau dossier quoi, sur lequel un opposant peut travailler. Alors, Idriss Seck est revenu dans le jeu, Serigne Saliou, parce qu'il a peut-être appris de ses erreurs du passé, ou bien parce qu'il profite des erreurs du régime de Macky Sall. Parce que dès qu'il a commencé à parler, comme le dit Moudban, c'est un bon client pour la presse, les gens le mettent souvent à la une des journaux, et puis paf, on commence à tirer, on sort même des dossiers qui ne seraient pas très catholiques pour lui. Idriss Seck profite surtout des bévues du régime en place. Parce que le jour où il a demandé tout simplement de publier l'accord sur les ressources gazières entre le Sénégal et la partagé Mauritanie. par le Sénégal et la Mauritanie, on a l'impression que ce jour-là, il y a eu des secousses telluriques au niveau même du gouvernement. Au point que tout le monde a senti l'obligation de porter la réplique à Idriss Seck. Le Premier ministre est sorti, le directeur de cabinet du président de la République est sorti, l'ancien Premier ministre Mimi Touré est sorti, et encore d'autres de moindre envergure. Et moi, je dis que cette communication-là, désorganisée, indisciplinée au sein même de la mouvance présidentielle, en tout cas, ou bien au sein même de l'APR, dessert plus le président de la République qu'il ne le sert. Et le président lui-même, je crois, dans une de ses sorties, s'est adressé de façon allusive à Idriss Seck en lui répondant même sur comment on doit traiter des questions pareilles. Mais ce qu'Idriss Seck a demandé tout simplement, moi je dis en réalité, Idi ne s'attend même pas à une réponse. Mais en fait, c'était tout simplement une façon de secouer, aussi d'inverser la tendance médiatique. Parce que ce qu'il faut voir, depuis lui, sa tournée a coïncidé avec le procès de Khalifa Sall. Et vous savez que les quotidiens, en tout cas, concentrer l'ensemble de leur une sur le procès de Khalifa Sall. Mais il a eu au moins le mérite d'inverser à un certain moment la tendance. Parce qu'on a vu qu'à un certain moment, les unes des quotidiens se partageaient entre les déclarations d'Idi et le procès de même de Khalifa Sall. Au moins, j'ai dit que là, c'est un bon coup médiatique que Idriss Seck a réussi. Et malheureusement, les gens qui lui ont déroulé ce tapis rouge-là, ce sont les gens de l'APR. Et quand je vois quelqu'un comme Mame Mbaye Niang va jusqu'à devant une télé, en tout cas, dans une télévision pour montrer des documents qui compromettraient Idriss Seck, moi je dis que vraiment ce n'est pas là où on l'attend. Un ministre de la République a autre chose à faire que d'aller brandir vraiment des documents financiers pour essayer de de compromettre Idriss Seck. Idriss Seck a été blanchi ici, il a été, en tout cas, a bénéficié d'un non-lieu avec toutes les accusations qui étaient portées contre lui. Aujourd'hui, je crois que ce que les gens de l'APR, en tout cas, ou bien du pouvoir, doivent faire, d'abord, la première des choses, c'est de discipliner, d'organiser leur communication. Parce que là, pour être sérieux, ce ministre qui brandit des documents contre Idriss Seck, il aurait dû brandir des documents contre Cheikh Kanté. Non, je dis ça ne prouve en rien. Oui, c'est ça la raison pour laquelle moi je dis que là où ils doivent accéder leurs interventions, c'est surtout une bonne communication qui puisse répondre aux interpellations d'Idriss Seck. Quand Idriss dit que je veux débattre avec le président, j'invite le président à venir débattre. Ce qui est sûr et certain, il n'attend pas une réponse positive. Mais de là à amener toute la République pour porter la réplique à Idriss Seck, moi je dis qu'encore une fois de plus, on a l'impression que eux, aujourd'hui, ils sont en train même de légitimer cette bipolarisation entre Idriss Seck et Macky Sall. Et moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'eux-mêmes, ils montrent à travers leurs réactions que le potentiel adversaire de Macky Sall au second tour de la présidentielle de 2019, c'est Idriss Seck et Macky Sall. Et ça, ce sont les gens du pouvoir qui sont en train de Idriss Seck avait cherché depuis lors. Il a cherché à installer cette dualité-là et aujourd'hui, on a l'impression qu'il l'a. Et ça, il est en train de le réussir. Et ce qui fait d'ailleurs que dans sa dernière sortie, Idriss Seck se positionne, et c'est étonnant, comme défenseur des opprimés du régime de Macky Sall. Il cite Abdoulaye Wade lui-même. Il dit que le traitement que Macky Sall accorde à Abdoulaye Wade est indigne. Est-ce que ça, on voit clairement qu'il fait un clin d'œil au Parti démocratique sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une entente entre Idriss Seck et le PDS au cas où le PDS n'aurait pas un candidat en 2019? Tout est possible en politique. Tout est possible. C'est tellement évident que c'est Idriss Seck lui-même qui traitait Wade de spermatozoïde et de futur cadavre. Oui, et c'est le même Idriss Seck qui le défend aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que tout est possible en politique. Moi, tout ce que je veux, c'est que les élections se tiennent dans un climat apaisé.
parce que leur intérêt crypto-personnel, leur ambition présidentielle ne doit pas être au-dessus de la sécurité de ce pays et des Sénégalais. Ils peuvent se dire tout ce qu'ils veulent, mais de grâce qu'ils nous préservent cette paix qui est rare parce que nous vivons dans un contexte géopolitique extrêmement instable. On a vu hier l'Union européenne a dégagé beaucoup un financement lourd pour le G5 Sahel. Donc il ne faut pas que dans leur combine, leur magouille et leur truc là qu'ils vraiment installent le pays dans une situation d'instabilité. Parce que là, Moudban, on a l'impression que notre classe politique ne parle pas des questions sérieuses. Non, mais il arrive que... Enfin, c'est bien qu'Idrissa Seck fasse des interpellations sur l'exploitation du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, mais sur des questions de sécurité, comme vous dites, le G5 Sahel, qui exclut le Sénégal, qui reçoit des financements. On a l'impression que notre classe politique n'évoque pas ces questions. Mais Moustapha, moi, j'ai un mouvement citoyen et j'ai travaillé avec l'opposition actuelle. Tout ce qui les intéresse, c'est le processus électoral, la date des élections. Et c'est vraiment dommage. On les entend, mais il y a le problème de l'eau actuellement. On a des problèmes d'eau. Oui. On a des problèmes dans le secteur de la santé. Qu'est-ce qui les empêche? Mais Moustapha, qu'est-ce qui empêche les opposants d'aller s'asseoir avec le président Macky, discuter avec lui sur des problèmes du Sénégal? Mais cela ne va guère dire, ne traduit pas de la transhumance ou je ne sais pas quoi. C'est pour l'intérêt national. Aujourd'hui, on a des problèmes. Si Macky a des problèmes, il doit pouvoir aller discuter avec les opposants. Et quand il a une compétition électorale, tout le monde aille solliciter les voix des Sénégalais. Pourquoi vouloir créer cette animosité entre acteurs politiques? Ça, c'est pas normal et moi, c'est quelque chose à dénoncer. Et comme tu as dit, on ne les entend jamais sur des questions fondamentales, ces questions essentielles qui concernent les Sénégalais. Ils s'activent à l'approche des élections. Après les élections, chacun disparaît, laisse les Sénégalais patauger dans leurs difficultés. Ce que cherche Idriss Seck, Serigne Saliou Gueye, c'est certainement la confiance de ses ex-frères de parti, le PDS qui a toujours été son rêve. Il disait qu'il est actionnaire majoritaire au PDS. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui, Idriss Seck, aujourd'hui, pour regagner la confiance de ses ex-frères de parti? Moi, je crois que le PDS, que ce soit avec Karim Wade, que ce soit avec Madické ou bien que ce soit avec un autre, ce qui est sûr et certain, c'est que le PDS aura son candidat. Le PDS sera présent à la présidentielle. Je crois qu'il n'est pas du tout possible d'avoir un parti aussi grand que le PDS, ne pas avoir de candidat à la présidentielle. Mais il y a le PS qui est un parti aussi grand et qui va vers... Non, c'est parce que le PDS est toujours dans l'opposition et que le Parti Socialiste aujourd'hui, en tout cas, c'est affilié à la paire. Donc je crois que même les ennuis de Khalifa Sall, ça vient tout simplement de cette dissension-là qu'il y a entre le PS et la paire. Donc je crois que Idriss Seck, aujourd'hui, il ne peut pas peut-être au premier tour compter sur les éléments du PDS. Il se peut qu'il y ait maintenant quelques pans du PDS, ou bien en tout cas quelques individualités du PDS qui puissent partager son projet politique et peut-être l'accompagner au premier tour. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Idi partira à la présidentielle. Ce qui est sûr et certain aussi que le PDS partira avec son candidat. Maintenant, l'objectif qu'Idriss Seck doit rechercher, c'est faire de sorte qu'il y ait des coalitions fortes. Parce que j'ai entendu même Ousmane Sonko le dire hier, qu'il y ait des coalitions fortes, de sorte que le président, pour amener le président au second tour. C'est cet objectif-là, je crois, qu'ils doivent dégager. Maintenant, vous savez, au second tour, le second tour, c'est le moment vraiment des opportunismes. Et je dis qu'en politique, les opportunismes créent aussi les meilleures opportunités. Donc, si aujourd'hui, en tout cas, un candidat de l'opposition arrive au second tour avec le président Macky Sall, ce qui est sûr et certain, c'est que ces voix iront irrémédiablement vers ce candidat-là du second. Et je crois que c'est là où Idriss Seck doit axer surtout son travail. Mais chercher les gens du PDS, en tout cas les éléments du PDS dès le premier tour, moi je dis que c'est un peu peine perdue. Il est en train d'étoffer, en tout cas, à nouveau son image, son image. Je crois que ça, il est peut-être en train de le réussir. Sa communication, je crois, n'est pas du tout défaillante par rapport à ce que nous sommes en train de voir, ou bien à ce que nous sommes habitués avec les autres gens de l'opposition. Donc, lui, au moins, il s'est positionné. Et je crois que la seule figure qu'on a, en tout cas, qu'on voit aujourd'hui, en face de Macky Sall, c'est celle d'Idriss Seck. Et c'est ce que, pour dire, en tout cas, appuyer ce que Moudban disait tout à l'heure, les autres gens de l'opposition, c'est-à-dire on ne les voit pas. Il est vrai que Ousmane Sonko, on le voit de temps à autre, mais je crois que aussi lui, il doit beaucoup améliorer, en tout cas, étoffer
son équipe. Comme avoir cette envergure nationale, comme disait absolument, parce que la politique aussi, ça ne s'arrête pas tout simplement. Mais est-ce que la stratégie consistant à sortir des cafards d'Idrissa Seck, on l'a vu depuis quelques jours, un ministre qui brandit des documents contre lui, un journal... repris aussi par des journaux. Exactement. Est-ce que cette stratégie-là peut être payante, c'est-à-dire essayer de le décrédibiliser? Mais en fait, ils sont en train de griller leurs munitions. Parce que les élections, ça reste encore. S'ils sortent toutes leurs munitions maintenant avant le dépôt de candidature, mais au moment de la campagne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ça profite plus à Idi. Parce que après, ils n'auront rien à dire. Hein, s'ils le traitent de tous les noms, s'ils sortent toutes leurs informations. Parce que là, avec Idrissa Seck, tout ce qu'on dit contre lui, tout ce qu'on écrit contre lui, vous lisez, vous vous dites, mais ça, c'est du déjà connu. Ah, mais non, écoutez, moi, j'ai travaillé à Il est midi. J'étais encore très jeune, un reporter, j'étais à Il est midi. Avec Ndiogou Seck. J'ai suivi beaucoup de choses, j'ai vu, tout ce qui est en train de dire a été dit. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, dans quelques mois, s'ils continuent comme ça, à ce rythme-là, ils n'auront plus de munitions. Et Idriss Seck va sortir la grosse artillerie. Moi, je pense que ce qui est entre le président Macky Sall aussi, quand Idriss Seck a démarré, a commencé ses attaques, il est allé au Saloum pour inaugurer des vieilles routes réhabilitées aussi. Des trucs, quoi. Donc, il a essayé également de renforcer. Je crois que Modou Diouf, mon technicien, peut en être témoin. On l'a emprunté, je crois, il y a 2 ans, quoi. Cette route qu'on est en train de... donc c'est juste pour renforcer la communication. On a également dit que si le pouvoir a commis l'erreur d'oublier un peu Idrissa Seck, de concentrer ses efforts sur Karim Wade, ensuite Khalifa Ababacar Sall. Et aujourd'hui, c'est un peu l'effet contraire qui se produit, que le pouvoir de Macky Sall a finalement permis à Idrissa Seck de revenir dans le jeu politique. Est-ce que Idrissa Seck peut être réellement une menace pour Macky Sall? Mais bien sûr, Idrissa, actuellement, comme là, Idrissa, il veut amener Macky au second tour. Macky veut passer au premier tour. L'enjeu est là-bas. C'est-à-dire que si Macky va au premier tour, il va perdre les élections. Macky va tout faire pour ne pas aller pour battre, en tout cas pour gagner les élections au premier tour. Maintenant, vous savez, les élections, c'est Dakar, Thiès, Touba. Parce qu'on dit que l'essentiel de l'électorat sénégalais se trouve sur cet axe-là, Dakar, Thiès, Touba. Macky je suis sûr qu'il va gagner les départements, les Vélingara, Podor, Matam, Oussouye et autres. Mais l'enjeu, c'est Dakar, Thiès, parce que, qu'on le dise ou pas, il sera compliqué pour le pouvoir de gagner à Dakar et à Thiès. Dans ces 3 villes, si Macky arrive à avoir 50%, il passe au premier tour. C'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition pourra faire? Parce que, en tout cas, parce qu'à Dakar, à chaque fois, on a vu que le PS était fort à Dakar et l'AFP. Et le PDS quand il était au pouvoir. Surtout Moustapha Niasse, il se plaçait toujours à la seconde position après Abdoulaye Wade, l'AFP. Maintenant, Moustapha Niasse est avec quand on regarde les résultats des dernières élections, le pouvoir de Macky Sall n'a pas plus de 30%. Ça peut nous servir une bonne lecture. Parce que si on regarde les résultats au niveau de Dakar, l'APR, en tout cas, le Benno Bokk Yakaar n'a pas dépassé les 34%. C'est-à-dire que presque les 76%, ça va du côté même de l'opposition. Même si Macky Sall fait mieux en 2019, ce sera difficile pour lui de quitter 34 et pour aller à 50%. Et vous savez ce qui se passe à Touba, ça s'empire de plus en plus du côté même du pouvoir. Et qu'aujourd'hui à Touba, Idriss Seck a le soutien de Serigne Moussa Nawel Mbacké, de Serigne Galton Mbacké. C'est la raison pour laquelle il lui sera très difficile de remporter la bataille de Dakar, la bataille de Touba et la bataille... En tout cas, peut-être que Thiès aujourd'hui, ils sont en train de faire des avancées là-bas. Mais ce qui est sûr et certain, les 2 greniers électoraux du Sénégal, que constituent Dakar et l'axe de Diourbel-Touba, je crois que c'est là où le président Macky Sall a surtout des difficultés. Et les dernières élections législatives ont montré en réalité que le pouvoir quand même reste toujours minoritaire par rapport à ces deux... Par contre, il y a un problème. Vous savez, l'opposition n'est pas unie, l'opposition est divisée. Si demain, je dis si, Macky Sall dit qu'il est réélu au premier tour, Idriss Seck deuxième,
est-ce que les gars du PDS vont s'aligner derrière Idriss Seck pour l'aider à prendre, à se battre en tout cas si toutefois il voudrait accuser Macky Sall d'avoir confisqué il faut surtout pas souhaiter ça, Moudba. Non, mais si Macky Sall se déclare vainqueur au premier tour et que les Sénégalais se rendent compte que c'était pas clair, il risque d'y avoir problème. Mais Moustapha, parce que ce qu'on n'a pas pardonné à Wade, on ne pardonnera pas. Ce qui s'est passé à Dakar, aux élections législatives, ce qui s'est passé aux élections législatives, en pleine campagne, on change le code électoral. Rien ne s'est passé. Absolument, là vous avez raison. En pleine campagne, actuellement, on est en train de juger le maire de Dakar qui contrôle la capitale, rien ne se passe. À Dakar, certains disent que les résultats des locales à Dakar, on a dû les changer la nuit. Non, parce que jusqu'à 19h, 20h, les résultats qu'on donnait, c'est que la coalition de Khalifa Sall était vainqueur. Mais écoutez, jusqu'à présent, la coalition de Khalifa Sall dit qu'elle a gagné les élections. Oui. Les résultats officiels donnent Benno Bokk Yakaar vainqueur. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Rien du tout. Alors, mais aussi, un dernier mot sur ça, oui. C'est que aussi peut-être les enjeux ne sont pas sur les mêmes. L'enjeu d'une présidentielle et l'enjeu des législatives aussi, je crois qu'il faut essayer de voir. Parce que là, pour confirmer ce que vous dites, Serigne Saliou, dans pratiquement tous les pays d'Afrique qui ont connu des violences, c'est à cause d'élections présidentielles. Oui, les locales et les législatives, ça vient au second plan. Les gens pardonnent un peu, même si en Guinée-Conakry, il y a eu beaucoup de morts lors des dernières locales. Alors voilà qui nous amène très rapidement, il nous reste moins de 10 minutes pour parler de deux rapports. D'abord, parlons du rapport d'Amnesty International sur le respect des droits humains. Le rapport dit ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, que cette justice au Sénégal pose problème. Et pour vous d'abord, qu'est-ce que vous inspire un tel rapport d'Amnesty International? Moi, je pense que c'est quand même bien, c'est d'excellentes initiatives, puisque c'est des rapports qui sont publiés au niveau international. C'est vrai, sous Wade, sous Diouf, sous tous les régimes, on connaît ces genres de dérives, mais quand même, sous Macky Sall, son régime doit faire quand même des efforts. Parce que vous savez, il n'y a plus de manifestations autorisées, il y a plus de... les gens pour un rien, on te convoque à la division des investigations et criminelles. Je pense qu'il y a des efforts à faire parce que quand même, cela reflète du niveau de la bonne santé de la démocratie et surtout que c'est garanti par la Constitution. Donc les libertés individuelles et collectives, je pense que chaque régime doit faire des efforts, en tout cas pour les renforcer au Sénégal. Ça doit même plus faire partie du débat, moi je pense. Absolument. Ouais. Alors ce rapport-là, on attendait la réaction du gouvernement, c'est finalement le ministre de la Justice qui le fait, Ismaël Madior Fall, et ce qu'il dit, c'est que le rapport n'est pas crédible. Est-ce que ce n'est pas étonnant qu'Ismaël Madior Fall, cet éminent juriste que l'on a connu ici, se réduise finalement à dire que ce rapport n'est pas crédible? Vous savez, Ismaël, je reviendrai un peu sur Ismaël. Je vais essayer de commenter un peu le rapport. Oui. C'est-à-dire le rapport de cette année-ci et le rapport de l'année dernière, presque les deux sont les mêmes. C'est-à-dire c'est sur les mêmes points. La liberté de réunion, la liberté d'expression, les morts dans les prisons qui n'ont pas encore été... parce qu'ils ont fait des messages sur les réseaux sociaux. Les droits des enfants. Oui. Et si, mais j'ai même jeté un coup d'œil sur le rapport de l'année dernière où on parlait même du cas de Moudban qui a été convoqué à la DIC, je crois, à l'issue d'une émission qu'il avait tenue. Donc je crois que ce sont ces mêmes dérives qui sont revenues. Parce que dès l'instant qu'on sort au rapport, il y a des recommandations à faire. Et je crois que nos autorités doivent tenir compte de l'ensemble de ces recommandations et améliorer leur comportement par rapport à cela. Mais des réactions du genre comme Ismaël Madior Fall, qui déclare publiquement, je n'ai pas lu le rapport, mais ce n'est pas crédible, en disant que dès l'instant qu'on parle des droits au Sénégal, c'est laudateur. Mais c'est ce même Ismaël Madior Fall, pour rappel, qui en 2012, quand le Conseil constitutionnel avait validé la candidature de Maître Wade, c'est lui qui disait que ce Conseil constitutionnel-là, il y a matière à suspicion, que ce Conseil constitutionnel n'est pas du tout crédible. C'est lui qui disait que le Conseil constitutionnel du Sénégal, c'est comme la tour de Pise qui se penche toujours du côté du pouvoir. C'est lui qui l'avait dit, et c'est lui qui disait même que comment dirais-je, la parole même du président de la République, parce que Abdoulaye Wade avait dit que il n'allait plus se représenter. Oui. Il avait dit que il a dit que ça a une valeur juridique, parce que c'est le premier interprète authentique de la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel doit tenir compte de tout cela. Pourtant, quand il s'est agi de faire des réformes concernant la réduction du mandat présidentiel, qu'est-ce que Ismaël Madior Fall a dit? Est-ce qu'il avait tenu les mêmes propos qu'il avait tenus à propos de Wade? Non. En ce moment-là, il a vu maintenant que le Conseil constitutionnel est devenu crédible. C'est-à-dire sous Wade, le Conseil n'était pas crédible. Oui, maintenant, sous Macky Sall, maintenant le Conseil est crédible. C'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect par rapport au ministre de la Justice. Mais l'homme juriste, moi, en tout cas,
j'ai peu de respect par rapport aux juristes, par rapport aux professeurs de droit et de sciences politiques. Parce que je crois que ce ne sont pas les postures partisanes qui doivent quand même vous amener à faire chaque fois des rétractations verbales sur des choses que vous avez déjà dites dans le passé et qui peut-être, dans une autre occurrence, vous ne pouvez pas... Bon, peut-être c'est votre posture politique qui vous amène à dire effectivement le contraire. Donc je crois que Ismaïla Madior Fall, la conduite qu'il devait tenir, c'est d'abord dans une démarche purement scientifique, de lire d'abord le rapport. S'il y a maintenant des choses quand même qu'il ne partage pas, je crois qu'en ce moment-là, libre à lui de dire que sous cet angle-là, moi je ne suis pas d'accord. Mais un rapport qu'on n'a pas encore lu, déclarer publiquement comme ça que ce n'est pas du tout crédible, parce que tout simplement, aujourd'hui, il est le ministre de la Justice. Quand il ne l'était pas, il ne disait pas ça. Il ne disait pas. Moudban, sur la réaction du ministre de la Justice sur ce rapport d'Amnesty International? Quand même, c'est maladroit de sa part de se prononcer sur un rapport qu'on n'a pas lu. Moi, je pense que ces deux structures, l'Amnesty et le gouvernement, doivent pouvoir travailler ensemble, parce que c'est un rapport qui concerne la situation des droits de l'homme au Sénégal. Les recommandations doivent être soumises à l'autorité pour qu'on puisse en tout cas faire des pas de ce côté-là, mais la réaction du ministre quand même est déplorable. Alors, un autre rapport, et on va terminer sur ça, Serigne Saliou Gueye, c'est le rapport de Transparency International. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce rapport-là, d'après les responsables du Forum civil, ne s'intéresse pas à ce que l'OFNAC avait fait, c'est-à-dire la petite corruption. Aujourd'hui, on parle de la grande corruption à travers certains marchés, ce que Moudban dit depuis tout à l'heure. Et ce rapport dit que le Sénégal est presque... Il y a un sérieux problème. Depuis 2013, on peine à sortir de la zone rouge. On est dans et si on le fait, la difficulté, le problème, c'est qu'il y a eu d'abord ces organes qui avaient été installés pour lutter contre la corruption. Malgré tout, il n'y a pratiquement pas d'avancée. Mais vous savez, les deux sont liés. Quand on parle de la bonne gouvernance, c'est lié aussi à la situation même des droits de l'homme. Et je crois que si vous regardez souvent même les institutions internationales, ils font un linkage entre les droits de l'homme et la transparence dans la bonne gouvernance. Le rapport là, c'est-à-dire, dès l'instant qu'on le voit, le Sénégal n'avance pas. C'est-à-dire 45e place, comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'avance pas, recule. Oui. Bon, il y a des gens qui sont focalisés sur le rang du Sénégal en disant que le Sénégal, c'est le 8e pays le moins corrompu, je crois, de l'Afrique. Là ne se trouve pas le problème. Parce que le classement, ça évolue en fonction même du nombre de pays qui sont classés. Ce qui est important ici, c'est dans quelle catégorie on se trouve. Est-ce qu'on se trouve dans la catégorie de 1 jusqu'à 50, dans la catégorie de 50 jusqu'à 75 ou bien de 75 jusqu'à 100? Parce que quand on est dans la catégorie de 1 jusqu'à 50, ça signifie qu'on a de sérieux problèmes avec la corruption. Et depuis belle lurette, le Sénégal peine à sortir même de cette zone rouge-là. Il est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais depuis qu'on a arrêté la traque des biens marqués, depuis que l'affaire Khalifa Sall a été soulevée, on a l'impression que le Sénégal, en tout cas, gravite autour de 40, 44, 45, 45. Et ça, je crois, c'est depuis 2013 ou 2014. Et c'est là où il faut faire, en tout cas, des efforts, malgré tous les organes qui ont été mis en place. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose de beaucoup... En tout cas, il y a un arsenal législatif qui garantit ici, ou bien qui promeut la bonne gouvernance. Malheureusement, c'est souvent... En tout cas, les hommes qui sont placés à la tête de ces institutions-là, pour les faire fonctionner, c'est là où réside réellement le problème. D'accord. Alors, si le Sénégal était dans la même situation que tous les autres pays d'Afrique, on aurait dit que peut-être c'est un problème de l'Afrique, on ne peut pas faire mieux. Mais là, on nous dit que le Rwanda, le Cap-Vert, le Ghana, le Botswana, même la Namibie, sont sortis de cette zone rouge, alors que nous, on est maintenus dans cette zone. Et on nous dit que c'est simplement parce que les organes de contrôle, comme le dit Serigne Saliou, ne font pas le travail. Mais Moustapha, vous savez, la corruption nous coûte beaucoup de milliards, plus de 500 milliards par an. On dit que la petite corruption là nous coûte 118 milliards par an, d'après le rapport de l'OFNAC. Alors on ne parle pas de la grande corruption. On ne parle pas de la grande corruption. Vous savez, depuis 1960, il y a de l'aide publique au développement en Afrique. C'est des milliards et des milliards. Quand le président Abdou Diouf quittait le pouvoir, il nous a laissé le document stratégique de la réduction de la pauvreté. Abdoulaye Wade nous a laissé le document sur la stratégie de la croissance accélérée. Macky est venu avec son PSE. Les choses n'avancent pas. Les Sénégalais, les Africains sont fatigués. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les politiques publiques qu'on applique qui ne sont pas bien,
ou bien ce sont les hommes qui sont appelés à appliquer, mettre en œuvre ces politiques publiques qui ne sont pas compétents. Il y a des problèmes. Il y a l'absence d'impunité aussi. Il y a l'impunité. C'est ça aussi. Pourquoi chaque régime qui passe avec ses dégâts et part un autre biais, pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi le Sénégal est toujours dans cette situation-là? Et vous savez, ces rapports-là, quand vous sollicitez un financement de la Banque mondiale, du FMI ou de l'MCA, les États-Unis, ils prennent ces rapports-là. Ils regardent qu'est-ce que le Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux droits des enfants, par rapport aux droits des investisseurs. Tout ça, ils regardent tous ces paramètres-là avant de donner le raccord pour financer des projets. C'est des rapports extrêmement importants. C'est pourquoi le président de la République, Macky Sall, doit revenir relire son premier discours, le discours qu'il avait tenu le 3 avril 2012. Ce qu'il avait dit au Sénégalais, il n'a qu'à se conformer par rapport à ce discours-là s'il va avoir un deuxième mandat. Mais il peut même remonter un peu loin parce que je crois tout au cours de la campagne, il nous avait servi vraiment un discours très très vertueux, un discours qui avait accroché l'ensemble des Sénégalais sur la bonne gouvernance et sur la vertu même. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a le réel politique qui, en tout cas, qui l'a attrapé au point que presque le président ne peut plus tenir l'ensemble des promesses qu'il avait émises pendant la campagne de 2012. Et on va clore cette émission sur ça. Grand merci à vous, Serigne Saliou Gueye. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site l'essentiel.sn et que vous étiez avec Moudban, directeur de publication de Dakar Times, les invités de ce numéro d'Actu en 7 qui est à présent terminé. Merci à l'équipe qui, autour de Moudou Diouf, m'a permis de vous présenter cette émission. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, et bien à vous.